Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle série qui ne va plus se faire sous forme de table ronde, mais sous un format plus intimiste, en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Et la première série, elle va être consacrée à Émilie Sommers. Bonjour Émilie. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir chez toi, dans ton atelier. Alors nous sommes installés dans des fauteuils moelleux, entourés d'objets, de peintures colorées, hétéroclites. Il y avait un thé fumant là juste avant sur la table qui dégageait un parfum boisé. Ça sentait bon le feuillage, la racine, l'écorce, et le tout étant en plus illuminé par le soleil qui réchauffe la pièce. Hey. Alors en résumé, nous sommes dans un cadre magique au reflet d'Émilie que je vais commencer par vous présenter avant de rappeler son défi. Prête ? Je suis prête et tout ouïe. Alors Émilie, tu as 40 ans, tu es d'abord une épouse, mère d'un petit garçon de 5 ans, belle-mère de 2 ados, tu es également formatrice, conférencière, hypnothérapeute, artiste sur scène, derrière la caméra et dans ton atelier de création de bijoux et de réparation d'objets avec l'art du kintsugi. Une vraie entrepreneur slasheuse, comme tu aimes à le dire, Oui. depuis l'âge de 24 ans. Au niveau des fêlures, tu es une dyslexique avec une double exception, puisque tu as également un haut potentiel et une hypersensibilité permanente. Tu nous as d'ailleurs confié à ce sujet que tu te sentais comme un poisson dans un arbre, que tu avais compris que ton élément naturel, c'était l'eau, mais que tu avais appris à te déguiser en singe pour remonter dans l'arbre consciemment de temps en temps. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est une image que j'utilise beaucoup avec mes patients. Eh bien, tu as fort raison. Je pense que ça parle. Au niveau de la présentation, ça va ? J'ai rien oublié ? Tout est clair. Super. J'ai 42 ans, mais on peut dire que j'ai 40. Oui, c'est bien. alors je t'ai un petit peu rajeunie. Je te le dirai. C'est pas grave. Alors, passons à ton défi. Et à cette nouvelle étape de confrontation qui te freine encore dans ta croissance et ton rayonnement. Quand je t'ai posé la question « Que te manque-t-il pour déployer ta puissance ?», tu m'as répondu un peu plus d'impertinence. Et tu as ensuite évoqué les réseaux sociaux. Alors, évidemment, j'ai envie de te demander d'abord quelle est ta vision de ces fameux réseaux sociaux ? Elle est complexe cette vision-là parce qu'elle est en évolution permanente. Et si on revient à la genèse du réseau social qui est Instagram, à son démarrage, c'était un endroit excellent en fait pour déposer des créations, pour s'inspirer, pour être dans l'échange et pour pouvoir tout d'un coup être vu, mais voir surtout. Et je trouvais cette plateforme vraiment riche et qualitative au niveau des profils plus créatifs. Tu veux dire voir en image ? Oui, voir en C'est image, ça. ouais. Et puis ça s'est développé parce que ce réseau est devenu un petit peu l'alternative à Facebook. Je suis dans la génération Facebook, je suis une vieille. Et même Facebook, à l'époque, ne répondait plus à mon désir d'être dans une relation avec les autres, mais on était envahi de publicité, on était envahi de choses qui finalement ne répondaient plus à la raison initiale et racine
de la présence sur le réseau social. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Instagram, c'est-à-dire que je me sens très agressée par ce que mon algorithme génère avec des gros commerçants ou en tout cas des structures qui ont beaucoup plus de moyens et qui viennent en fait envahir et polluer, vraiment, j'utilise le mot polluer, et ma représentation visuelle des choses et mes besoins. Et ça me pose un problème éthique. Et donc, il y a cette idée que si on ne paye pas, c'est qu'on est le produit. Aujourd'hui, je suis celle qui a des choses à montrer et à vendre, et je ne veux pas devenir celle qui pollue l'environnement de celui qui ne paye pas et donc qui est le produit. Et donc j'ai un problème éthique qui est sans doute très stupide. À l'heure du capitalisme, sans doute que ce n'est pas idéal de le penser comme ça, mais éthiquement, j'ai un problème sur les réseaux sociaux. On reconnaît bien... On reconnaît bien l'entrepreneur social que tu es, oui. Humaniste, et effectivement, le mot éthique a tout son sens dans tout ce que tu viens de dire. Maintenant, j'entends que tu, effectivement, te sens submergé, inondé, pollué. Est-ce que tu penses que la parole que tu peux prendre, toi, est nécessairement polluante ? C'est là où il y a ce paradoxe qui est de pouvoir utiliser ces plateformes avec une finalité qui est celle que je voudrais voir pousser dans le monde et qui n'est pas forcément une consommation d'objets ou une consommation directe, mais plutôt de l'inspiration, de la réflexion. Il y a des vidéos extraordinaires qui simplifient des propos complexes, que ce soit dans la science, que ce soit même dans la psychologie. Donc il y a des pépites, mais ces pépites sont souvent écrasées en fait par l'industriel qui est lui beaucoup plus fort. Et donc ça veut dire qu'il y a toute une stratégie à mettre en place pour pouvoir être visible, une stratégie pour pouvoir être entendu par les bons canaux. Et là, mon plafond de verre se manifeste parce que cette stratégie manque peut-être un peu de magie. Tout le monde peut le faire. Et donc, si tout le monde peut le faire, tout le monde peut venir quelque part polluer l'autre à partir de qui il est. Et donc ça m'interroge en me disant, mais est-ce que j'ai à dire fondamentalement, est-ce que ça intéresse les gens ? Donc voilà, parce qu'il y a des gens extrêmement intéressants et passionnants, et puis il y a des choses qui me font mal vraiment au ventre d'écouter et de voir, parce que soit c'est faux, soit c'est creux, et donc ça pose vraiment des questions. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, j'ai reçu de la part d'un éditeur, puisqu'il y a un projet de livre en cours, et la première maison d'édition à qui on a été frappé à la porte me répond que le sujet, notamment sur le slashing et le multipotentiel que je propose est excellent, mais que la notoriété n'est pas suffisamment grande. Et là, de nouveau, je suis coincée à un système pour lequel je ne veux pas participer. Ça veut dire que si vous avez une notoriété monstrueuse, vous pouvez écrire un bouquin dont le fond n'est pas excellent. Alors, c'est le syndrome de Julie Taton. Oui, alors ça peut être effectivement ce que tu expliques. Maintenant, comme tu viens de l'expliquer aussi, c'est une question d'usage en fait. Tout à fait. C'est pas le système en lui-même. Le système en lui-même, il n'a pas changé, il est excellent. Donc c'est simplement l'usage que l'on en fait. Oui. Et surtout, la conscience que l'on a en mettant en œuvre finalement cet usage de prise de parole et cet usage de réception de parole. Tout à fait. Et là, je suis vraiment dans cette ambiguïté qui met à la fois mon envie de croître et de jouer le jeu avec, une volonté de vendre. Il y a un grand paradoxe qui se manifeste, qui est que cet outil-là est extraordinaire et que si je veux ne pas l'utiliser, ce serait stupide. Et donc, il y a un compromis à trouver que je n'ai pas encore trouvé. Mais j'ai bien conscience que c'est un super outil dès le moment où il est utilisé éthiquement et en tout cas d'une manière qui me ressemble le mieux. Et ça a toujours été le paradoxe. J'ai une partie de moi qui est très orientée business, qui est très orientée croissance et qui est d'accord avec le fait que l'entreprise doit continuer à croître et l'argent, c'est OK. Et une autre partie qui est plus humaniste, qui est plus sociale, qui est plus artistique, et là, ça pose des questions.
Et Donc, c'est bien pour ça d'ailleurs que tu as des multi-activités. Et c'est pour ça, Aussi bien que dans le domaine artistique, créatif, que dans le domaine évidemment de l'entreprise. Donc moi j'ai l'impression que tu as les réponses à tes questions, parce qu'en fait, quand je t'ai posé la question, la réponse a été de l'impertinence. Oui. Est-ce que cette impertinence, ça ne serait pas de l'authenticité ? Certainement, oui. Et au plus c'est authentique, au plus c'est fluide. Et donc là où je suis la plus forte et solide, c'est sans doute quand je suis parfaitement à ma place et fluide. Et donc, ce que je n'ai pas encore trouvé, c'est cette manière de me montrer au monde sans m'adapter à ce que je dois faire. Donc, pour reprendre la notion des réseaux sociaux, c'est de pouvoir trouver mon propre canal et non pas le canal qu'il faut faire en ce moment pour être visible. Pour l'instant, par exemple, sur Instagram, c'est les Reels qui permettent à l'algorithme d'être visible. Et donc, ça veut dire se mettre en scène, ça veut dire être sur la caméra, etc. Donc, ça demande un média qui, peut-être, n'est pas celui qui me convient. Le podcast me convient un petit peu mieux. Mais donc tout ça fait partie aussi, c'est beaucoup de temps. Hein. Il y a quand même des personnes qui en ont fait leur métier, la stratégie com sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça prend du temps. Et ça aussi, ça met dans la balance. Alors, je m'excuse, je t'interromps, oui. Mais parce que je réagis quand j'entends effectivement stratégie. Alors, il y a toujours de la stratégie de ce que l'on fait très souvent, mais j'entends que tu parles de stratégie finalement pour t'adapter au système, pour t'adapter à ses algorithmes, à son fonctionnement, etc. Et si l'idée ne serait pas de prendre le contre-pied et plutôt que de t'adapter à un système, comme tu l'as fait effectivement en tant que poisson qui montait aux arbres, de prendre effectivement un peu le costume de singe pour monter dans cet arbre des réseaux sociaux, mais en restant poisson. Et effectivement, plutôt que de chercher à déclencher les algorithmes, simplement parler de façon très authentique de toi, sans te demander si effectivement il va y avoir cette massification peut-être que l'on cherche, que certains cherchent en tout cas dans les réseaux sociaux, mais plutôt une façon de te rendre visible avec peut-être un petit peu de magie et d'invisible et de chance pour t'aider à attirer, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu cherches ? C'est pas attirer la masse. Non. Voilà. Non. Et ça pose 2 points supplémentaires par rapport à ce que tu dis, est très juste par rapport aux réseaux sociaux. C'est d'abord aussi, est-ce que le réseau social n'est pas en train d'arriver dans un cul-de-sac ? C'est-à-dire que j'ai envie de penser, et peut-être je me trompe, mais que certaines personnes sont, comme moi, un petit peu en saturation du jeu qui se trouve derrière les réseaux sociaux, et qu'on en revient au lien, qu'on en revient à la rencontre physique, et que finalement, ce qui me fait vivre aujourd'hui, concrètement, c'est pas les transformations d'achat sur les réseaux sociaux de mes clients, ce sont les rencontres réelles qui créent du lien, qui créent une rencontre, qui créent une expérience et qui fait que les gens ont envie de venir vivre cette expérience. Et aujourd'hui, notamment chez les adolescents, on constate que les réseaux sociaux sont au niveau de la charge mentale et au niveau de la qualité de la santé mentale sont dévastateurs. Et donc, c'est un outil qui est arrivé à nous parce qu'une structure a décidé que ce serait chouette de l'utiliser, mais les dommages collatéraux, ce sont quand même des gros problèmes liés à la santé mentale. Et donc, peut-être qu'en tant qu'hypersensible, j'ai aussi un droit de réserve sur cet outil auquel je ne crois pas dans la totalité. Et je crois plutôt que faire venir les gens dans l'atelier, leur faire toucher le métal, leur montrer un kintsugi, parler avec eux, les écouter, en fait, est quelque chose qui malheureusement va redevenir un luxe et une expérience pour se différencier d'une masse qui va se retrouver sur les réseaux sociaux.
Et donc, ça pose aussi la question de reprendre du temps, de reprendre en marche une décision qui est se déplacer pour aller rencontrer un autre être humain qui a quelque chose à nous proposer. Alors moi, je souscris entièrement à tout ce que tu dis, évidemment que la rencontre, elle est avant tout physique. Je suis là en face de toi et je n'imaginerais même pas faire ça à la radio, pas à la radio, au téléphone, pardon. Donc évidemment qu'on sent l'atmosphère, on sent la personne, on sent la collaboration et la confiance. Mais effectivement, le point qui reste quand même un élément à dépasser, c'est quand même la partie un petit peu quantitative, c'est que et puis la façon dont tu vas te faire connaître en fait. Oui, et ça c'est vrai que c'est un chemin qui est un peu tortueux parce que jusqu'où on va dans la machine de la visibilité et puis aussi pour quel return ? Peut-être que ce sont mes schémas d'évitement, mais tiens, est-ce que j'ai envie, si on prend par exemple la création de bijoux, est-ce que j'ai envie de commencer à créer des bijoux en masse parce que j'ai une notoriété qui fait que tout d'un coup j'en vends 150 par jour ? Absolument pas. J'ai pas envie de ça. Et donc, il y a quelque chose qui appartient, je pense, à la qualité de notre vie et au luxe, c'est que je ne suis pas connue et les personnes qui viennent à moi ont l'impression d'avoir trouvé un peu une pépite. Ouais. Et donc, ils ont la sensation, l'exclusivité, ils ont la sensation Ouais. de l'exclusivité parce que tout le monde ne vient pas chez moi, donc ils peuvent se différencier. Et ça tombe bien parce que la cible, ce sont des personnes qui veulent sortir du cadre, qui veulent porter, ce sont des femmes qui portent des bijoux, qui sont un petit peu hors champ et qui cassent les codes. Donc, quelque part, il y a vraiment constamment cette ambiguïté et en même temps, ce serait dommage de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment schizophrénique. Ce qui est presque. Mais il y a le « et », tu sais, la dualité du « et » dans le bonheur rentable. Et il n'y a rien d'exclusif, justement. Et moi, ce que tu viens d'expliquer, pour moi, ça résonne parfaitement en alignement avec ce que je proposais juste avant, à savoir de parler, de communiquer de façon très authentique, sans chercher à surfer, on va dire, sur la vague des algorithmes, simplement en te disant que derrière, quelque part, un écran, un téléphone, il y a une personne qui va être sensible à ce que tu dis parce qu'elle correspond complètement à la description que tu fais du profil finalement type quelque part de ta clientèle, que ce soit les bijoux, le kintsugi, la gestion du temps, enfin toutes tes activités. Il suffit plutôt d'aller effectivement chercher du qualitatif et donc on ne parle pas en massification, on parle bien là en sélectivité, sans pour autant s'empêcher de le faire sur un réseau qui va amener un petit peu plus de hasard, peut-être de magie, comme j'aime bien le dire, d'invisible en tout cas, dans un élargissement de ce que tu pourrais faire en mettant simplement une pancarte devant la porte ici, en demandant à tes réseaux d'en parler. Enfin, c'est un réseau social et tu ne peux pas deviner où sont les gens. Et en revanche, eux peuvent vraiment te repérer pour ton originalité et ton authenticité. Tout à fait. Et ça, c'est également là où se situe mon plafond de verre. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion il y a quelques jours, un collaborateur, un autre créateur de bijoux qui m'a initié d'ailleurs, me téléphone et puis me demande des conseils par rapport à son ado qui vit des difficultés. Donc il m'appelle en qualité de thérapeute, pas en qualité de bijoutière. Et en fait, j'adore pouvoir répondre aux personnes qui me sollicitent parce qu'ils ont un besoin ou tiens, tu peux me mettre en relation avec un tel. En fait, pour moi, c'est très naturel d'y répondre, mais c'est pas très naturel de l'activer dans l'autre sens, ce réseau. Et parce qu'il y a de la pudeur, parce qu'il y a c'est pas intuitif chez moi, il y en a d'autres qui le font très bien. J'ai une sœur qui est excellente dans sa capacité à réseauter. Et donc, il y a... je crois qu'il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de pudeur. Avant de téléphoner à quelqu'un pour profiter d'un avantage du réseau,
il faut vraiment que je sois dans un cul-de-sac et que je puisse pas faire autrement. Et c'est stupide. C'est dommage de pas le faire parce que les gens sont ravis de vous aider en plus. Donc là, il y a encore un travail et un chemin à faire. Après, pour revenir à la notion des réseaux sociaux, sur la quantité, sur les boulevards dont on parlait, il y a aussi cette idée que ce que j'offre est plutôt un produit de luxe. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que le luxe a une autre définition que ce que c'était. Le luxe, il va se définir par le temps, il va se définir par l'expérience. Pourquoi est-ce qu'on va livrer cette tomate-là dans ce grand restaurant plutôt qu'une autre ? C'est parce qu'elle a mis beaucoup plus de temps à maturer, parce qu'on a pris soin de cette tomate. Et donc, j'ai aussi envie de reconnecter à cette temporalité qui fait que pour créer un bijou, il faut du temps et que ça ne doit pas aller dans le vite et dans la rapidité du numérique, qui n'est pas une temporalité qui est celle de la réalité. Et parfois, je me fais absorber par cette énergie de rapidité numérique qui ne correspond pas ni au produit, ni à la lenteur et à l'expérience de la rencontre. Et donc ça aussi, c'est très fort en dualité et je le questionne pour l'instant. Alors, Émilie, je crois qu'on vient de clore un premier chapitre, si tu veux bien, pour terminer cet épisode, puisque tu ouvres quelque chose de nouveau. Et je te propose de le garder pour un autre épisode. J'aurais tendance à conclure ce premier finalement sur ton capital identitaire, parce que tu viens finalement d'expliquer que derrière toute cette vision des réseaux sociaux, tu en reviens à te questionner sur, pas ta légitimité, mais c'est peut-être, tu as dit, une façon, toi, de te priver aussi un peu de cette opportunité par rapport à ton hypersensibilité, par rapport à qui tu es, donc par rapport à ton identité. Et c'est peut-être plus là que se situe le sujet, maintenant que l'on s'est dit, et je crois qu'on le partage, que l'on pouvait tout à fait communiquer sans chercher à faire de la massification et à rendre ces prises de parole absolument virales, comme certains aiment à le faire, et en polluant effectivement les autres. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? On peut conclure ça, ou tu termines avec un petit mot là-dessus ? On peut tout à fait conclure qu'il est possible de gérer deux temporalités numériques et réelles, qu'on peut communiquer sans être forcément dans la masse, et puis qu'il est aussi possible de ne pas se laisser happer par quelque chose qui nous dépasserait, parce qu'il y a ça aussi dans cette stratégie, c'est qu'à un moment donné, ça nous dépasse, et ça ne m'intéresse pas d'être aussi visible. Je crois qu'il y a une volonté de se préserver aussi de quelque chose qui pourrait me dépasser et qui ne m'intéresse pas tant que ça. C'est là où je parle un petit peu d'identité peut-être et d'unicité, un peu en contradiction finalement avec cet outil qui reste quand même un peu magique. Tout à fait. Merci Émilie, à très vite. À bientôt. Je rappelle que nous avons entamé une nouvelle série. Cette première série est consacrée à Émilie Summers. Eh bien, nous voilà à nouveau en compagnie d'Émilie Summers. Salut Valérie. Salut Émilie, ravie de revenir dans ce bel atelier coloré. Je te propose de reprendre un peu où nous en étions la dernière fois. Si ma mémoire est bonne, nous avons parlé bien sûr des réseaux sociaux, mais tu as ouvert une porte sur le temps. Le temps qui fait partie de ton activité. Peut-être tu peux nous en dire 2 mots déjà. Et ensuite reprendre cette valeur temps qui est aussi un défi bien sûr à surmonter. Alors, il y a deux réalités face au temps. C'est que, étant donné que je suis sur plusieurs activités sur la même temporalité, je dois
absolument manager mon temps correctement. Et puis, c'est aussi une thématique en formation, en consultance que je donne depuis presque 15 ans maintenant. L'étroite collaboration entre le temps et le stress et qui varie en fonction de nos âges, évidemment, puisque rien de neuf sous le soleil, mais en vieillissant, nous avons moins de temps disponible. Et ce qui veut dire que notre obligation d'efficience est absolument épicentrale. Et puis, tant qu'à faire, autant parler d'efficience le plus tôt possible. Et c'est quelque chose qui est présent dans ma vie, cette efficience, depuis toujours. C'est comme ça fait partie de moi. J'ai un jour une patiente qui m'a dit « Ma vie est un Tetris permanent » et c'est le cas. Comment faire empiler toutes les choses en dépensant le moins d'énergie possible avec un return le plus grand possible. Et on parlait des réseaux sociaux la dernière fois. Les réseaux sociaux, pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé l'efficience directe. Ça me coûte plus que ça ne me rapporte en termes d'énergie. Et donc, du coup, j'ai tendance à ne pas l'investir suffisamment. Donc, il y a de ça aussi. Oui. Ah, voilà. Donc, le lien entre le temps et les réseaux qui sont finalement liés aussi à ton originalité dont on parlait, alors à ton activité, tu viens de le dire, mais aussi à cette façon de voir qui est un petit peu dans la haute potentialité et dans la multipotentialité. Parce qu'effectivement, le temps est encore plus précieux. Oui. Et donc, ça veut dire que tu cherches le retour, comme je dis souvent, le ROTI, le Return on Time Invested, le retour sur le temps investi, et non pas uniquement le retour sur l'investissement. Parce qu'effectivement, le temps, c'est notre actif principal. Ça, tu es d'accord? Tout à fait. Et ce qui est très paradoxal quand j'ai découvert le kintsugi, parce que si on regarde concrètement l'activité, l'art du kintsugi, ce sont des gestes très lents. C'est pas très rentable en fait en termes d'efficience. Et pourtant, c'est un endroit où je m'arrête et où il se passe énormément de choses pendant l'acte de création. Et donc, c'est efficient dans la totalité de mes activités parce que c'est réapprendre à être dans une patience, une temporalité lente qui, malheureusement, est de plus en plus difficile à attraper parce que la vie file. Et de pouvoir mettre mes mains dans l'atelier, de pouvoir créer, me remet dans une temporalité qui est plus juste. Et je dis souvent à mes patients, il ne faut pas croire toutes ces pensées et il ne faut pas aller à la vitesse de vos pensées parce que sinon, vous prenez vos pieds dans le tapis. Le fait d'être multi dans mes activités me permet de réguler mon rapport au temps. Parce que mes pensées vont parfois trop vite et c'est pas pour autant que je dois répondre à toutes ces pensées. Exactement. Et moi, je dis aussi souvent, finalement, que choisir, ce n'est pas renoncer, c'est séquencer. Oui. Parce qu'il y a un temps pour tout. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des temps de ressources, bien sûr. Si on va chercher chez les grands sportifs, ils savent préparer l'épreuve, la mener et récupérer. Et on a aussi le temps par rapport à la culture. Moi, je suis allée très, très souvent au Japon. Tu parles du kintsugi que je connais bien, que l'on n'a peut-être pas défini d'ailleurs. Tu peux peut-être Tout à fait. en reparler. Oui, on peut en reparler par la suite, oui, tout à fait. Donc, en résumé... Dans la littérature, donc littéralement, kintsugi, c'est la jointure par l'or. C'est donc une technique ancestrale japonaise qui consiste à réparer des objets cassés en magnifiant leur imperfection et donc en faisant en sorte que l'objet soit très singulier puisqu'il peut y avoir 150 objets identiques, mais il n'y aura jamais 2 fois la même fêlure. Bien sûr, comme les fêlés. Et comme ce que nous sommes. Évidemment. Donc, je reviens au Japon pour parler du temps, parce que le temps au Japon n'est pas du tout le même qu'en Occident. Et moi, j'y ai travaillé très longtemps, et les relations d'affaires commencent toujours très lentement, par des discussions, des sorties, des karaokés, des sakés. On fait le tour de la personne, en fait. On cherche à la connaître, à la faire un petit peu sortir, peut-être un petit peu de ses zones aussi de confort, mais pour voir quelle est son âme, quelque part, son identité, dans le respect de chacun. Et ce temps, qui est très lent, est ensuite totalement récupéré si
la conclusion, évidemment, c'est que la confiance s'installe. Tout à fait. Donc, c'est plutôt de raisonner en cycle. Il y a des temps longs qui peuvent ensuite raccourcir les temps suivants et, in fine, avoir un vrai retour sur l'investissement. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui, justement, si on est absorbé par l'exclusif canal des réseaux sociaux, en fait, nous fait complètement vriller sur notre relation au temps et aussi cet investissement dont tu parles. C'est-à-dire que chaque chose en son temps, et le kintsugi m'a vraiment appris à distancer toute une série de choses. Ok, oui, il n'y a pas 10 000 followers, mais en fait, vaut peut-être mieux en avoir peu, mais durable, qu'en une fois beaucoup, qui sont très volatiles et qui sont un feu de paille. Et il y a cette volonté de s'inscrire dans la durabilité, dans le temps, dans la qualité, et c'est la même chose pour une tomate, c'est la même chose, je reviens à ma tomate dont je parlais au premier épisode, mais si vous voulez la faire pousser plus vite, elle sera remplie d'eau, elle n'aura pas de saveur, et puis elle risque de pourrir plus vite, et puis en fait, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est pas ça que je veux cultiver. Et dans la relation au temps, le multipotentiel est obligé d'être sur plusieurs dimensions en même temps, sinon en fait il a, en tout cas pour ma part, il y a trop d'anxiété qui se manifeste, et donc le fait d'avoir plusieurs métiers, ce qui est intéressant, c'est que quand j'en investis dans un, les autres continuent à pousser de ce que j'ai planté précédemment, mais je ne le conscientise pas, et donc ça me permet en fait de ne pas être à me ronger les ongles en disant mais merde, j'ai planté quelque chose et ça pousse pas. Ben là en fait je m'occupe d'une autre partie du jardin et ça pousse tout seul, et c'est beaucoup plus fluide pour moi, et au moment des récoltes, il y a des moments différents pour récolter des fruits différents, et ça me convient assez bien. C'est ce que je mets en parallèle avec cette permaculture dans le slashing, c'est que tout s'alimente, chaque job s'alimente l'un l'autre, mais dans mon équilibre de vie, je suis beaucoup plus sereine à être sur plusieurs fronts que sur une monoculture qui en fait perd du sens. Bien sûr. Et je perds de l'énergie à cet endroit-là. Ouais, non, mais j'adhère à 300%. C'est évidemment totalement en phase avec le bonheur rentable. C'est pas un hasard si je suis là. Donc effectivement, cette permaculture dans les activités, moi je m'en sers aussi beaucoup comme image. J'irai maintenant un petit peu sur justement ce qui lie tes activités, parce que est-ce que ce n'est pas là le point peut-être qui manque à ta pyramide d'activités, qui se nourrit. Bien sûr, il y a Émilie qui est à la tête de la pyramide, mais pour prendre la parole, si on en revient à ces fameux réseaux sociaux, et simplement prendre la parole de façon authentique, autrement qu'en te présentant comme une slasheuse, est-ce qu'il n'y a pas un lien au travers de tout ça qui pourrait être la réponse à ta problématique peut-être de prise de parole? Alors certainement que ce lien existe, et il est ponctuellement présent mais pas encore assumé. Il y a dans ma représentation de toutes mes activités un lien, un fil rouge qui est très clair, qui est la créativité, d'être à la fois sur des choses dites intellectuelles qu'on retrouve dans l'entreprise, dans le management et dans tout ce qui touche à l'humain, et à la fois de pouvoir être dans l'artistique et développer des capacités sur des compétences artistiques, et que c'est pas quelque chose de classique, donc c'est ce poisson dans l'arbre, et comme tu le disais dans le premier podcast, c'est comment réussir à assumer d'être un poisson dans l'arbre sans pour autant chercher sa flotte en permanence. C'est pas encore très clair du comment, parce que mes clients et mes cibles pour l'instant sont segmentés. J'ai une cible pour la bijouterie, j'ai une cible pour le kintsugi, j'ai une cible pour le management et l'entreprise, voilà. Donc du coup, je dois m'adresser à ces cibles par rapport à leurs besoins, et sans doute que
l'expérience intime serait le point de ralliement, ce qu'on est en train de faire ici. Exactement. Et donc, ça touche à l'intime, ça touche au risque de la vulnérabilité. Mais en parlant, je raccroche à ce documentaire qui a été fait juste après le Covid sur la notion des femmes fortes, fragiles, mais pas faibles, avec cette idée que c'est au cœur de notre fragilité qu'on est les plus solides et les plus forts. Et que donc, ma fragilité, c'est clairement de pouvoir être dans mon authenticité matin, midi, soir et au regard des autres. Et ça, c'est un risque et c'est une fragilité énorme. Et je sais que la réponse se situe là. Alors, Elsie, si tu peux me permettre. Oui, je parce que c'est souvent dans le miroir, justement, que l'on peut avancer. Moi, ce que je vois de toi, bien sûr, la fragilité que tu exprimes avec beaucoup de talent dans tes créations, qu'elles soient effectivement bijoux, films, etc. Je recommande d'aller voir, mais on en reparlera de toute façon dans d'autres podcasts. Mais ce que je vois aussi, c'est que tu valorises et que tu transformes les autres, les objets aussi, et qu'il y a pour moi un fil rouge autre que je crois que tu as déjà finalement inventé. Je crois que ta marque, tu l'as déjà inventée, mais que tu ne te l'es pas encore appropriée pour en faire un fil rouge. Si je ne me trompe pas, ta marque de bijoux, c'est Or Impact. Oui. On est d'accord ? Eh bien, est-ce que tu ne crois pas que derrière ces mots, il y a justement un lien au travers de cette alchimie, quelque part, que tu opères auprès des personnes, auprès des entreprises, auprès des objets, avec le kintsugi, dans l'utilisation de l'or que tu recycles pour faire des bijoux, et bien sûr, de l'impact que tu cherches à avoir. Tout à fait. Et peut-être que en tant que femme, on m'a appris à être humble. Et je me souviens, pendant mes études, lors d'un jury, le grand Manitou m'a dit « il faut avoir un peu plus d'humilité ». Et ça s'est intégré en moi. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je sors d'une après-midi de consulte et je suis tellement heureuse de ce qui s'est produit en cabinet. Je me dis parfois, je suis une Mary Poppins de la thérapie parce qu'il y a de la magie qui opère. C'est beau, ça. Il y a de la magie quand des personnes viennent faire un kintsugi et réparent et sont touchées par le chemin qu'elles ont fait. Il y a des belles histoires qui arrivent et elles restent ici, elles restent dans le sens de pourquoi je le fais. Et cette extimité, c'est-à-dire le rendre visible, est sans doute liée à ce qu'on m'a appris, quoi. Fais pas trop. Et c'est pour ça que je disais, qu'est-ce qu'il me manque ? Un peu d'impertinence, vraiment de pouvoir... se mettre à l'avant de la scène. Alors tu vas me dire, mais tu l'as fait quand tu as fait ton workshop sur le thème de l'audace, donc il y avait déjà une quête de comment être plus audacieux, parce que tout ça c'est un travail de fond qui est gigantesque pour le poisson que je suis, c'est-à-dire que toutes les problématiques que je rencontre chez les neuroatypiques qui sont mes patients, en miroir c'est tout un travail qui a été fait sur 20 ans de vie en conscience, et donc la question de l'audace, elle est éminemment liée à l'hypersensibilité. À l'époque, quand je me suis lancée à 24 ans, téléphoner était un enfer. Alors, me retrouver debout face à plus de 300 personnes pour faire un stand-up pour lequel je n'avais jamais été formée, c'était assez audacieux. On peut le et dire. Il m'était absolument essentiel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et peut-être que ça fait partie de mon humilité, mais de ma congruence. Je ne parlerai jamais d'un sujet que je ne peux pas m'approprier dans le fond de mes tripes. Et donc, si je parle d'audace, je me mets debout sur scène et je fais un stand-up d'1h30. Si je parle du métal et de l'or, j'ai fait un travail sur qu'est-ce que l'or, qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi. Voilà. Et donc, mon rapport au temps et à mon stress, jamais de ma vie, je viendrai à donner un conseil si je ne suis pas persuadée que c'est valable. Et donc, parfois, il y a du doute qui s'installe en disant « mais qui suis-je pour pouvoir aller au micro, raconter et prêcher la bonne parole ?» Donc, tout ça est de nouveau très ambigu. Je te rassure, je connais parfaitement bien le sujet. D'accord.
Pour qui je me prends pour faire des podcasts. Exactement. Pour qui elle se prend, celle-là? Parce que je me dis ça de certaines personnes, en disant, quand même, ça manque de fond, c'est quand même un peu bof. Et en même temps, j'ai toujours dit, et mon fil rouge fait partie de ça aussi, depuis que je me suis lancée à 24 ans avec mon petit baluchon pour proposer de la créativité dans l'entreprise, je me suis dit, si je touche une personne sur ma journée, avec une phrase ou un mot, j'ai fait le job. Parce que dans la vie, il y a des gens qui ont, avec un mot, une phrase, un regard ou une présence, ont modifié des choses chez moi. Et j'en suis dans une gratitude, une reconnaissance éternelle parce que ça a modifié des choses chez moi. Et donc, ça a été inspirant. Et donc, avec cette petite humilité, si je peux faire au moins ça, en fait, je suis congruente. Je comprends parfaitement et je soutiens encore une fois à 300% ce que tu dis. L'humilité fait partie de toute façon, je crois, du chemin du multipotentiel. Et en même temps, bien sûr que c'est hyper gratifiant et c'est du bonheur rentable de pouvoir lire dans les yeux, de pouvoir voir des résultats, les entendre, ne serait-ce que pour une seule personne, comme tu le dis. Mais j'ai envie de dire, en même temps, on est dans une société qui est dans une situation assez urgente. Et moi, j'ai la conviction que des personnes comme toi, comme tous ces fêlés que l'on a entendus dans les podcasts précédents, font partie des personnes qui ont la capacité d'aller plus loin parce que, justement, ils ont fait le chemin, parce que justement tout ce qu'ils ont à dire est parfaitement légitime. Ils ne sont pas en train de vendre, de survendre, de polluer. Ils sont simplement en train d'élargir l'impact. Et je reviens à tes deux mots, oui. L'or et l'impact. Oui, parce que tout ce que tu viens de me dire, tu m'as parlé d'or et bien sûr d'impact personnel. Mais l'impact, si on reprend sa définition, il peut aussi être beaucoup plus large. On parle aussi d'entrepreneurs à impact qui vont plus loin. Je vais même aller plus loin puisque dans les différentes formations que je donne et dans les accompagnements en entreprise, il y a communiquer avec impact et donc de pouvoir aller plus vite à l'essentiel, de structurer sa pensée et de pouvoir être plus vite sur le sens de ce que l'on raconte même en réunion et de pouvoir s'approprier les propos avec un petit peu plus de maturité que de l'exécutif, je fais une réunion et je montre mes slides. Et donc c'est vrai que tout tourne autour de cet impact et que tout est là. Et puis ça me fait penser à un prof de français qui disait à ma mère quand j'étais plus jeune non, Émilie, c'est très énervant parce qu'elle a tous les ingrédients dans son bol pour faire de la mayonnaise, mais ça prend pas. Voilà, on y est, l'histoire se répète, c'est qu'il y a cette question, c'est pas de la légitimité parce que je me sens très légitime, c'est de la... oui, tu crois de l'humilité, quelque chose de plus juste. Moi, je gratte un peu encore, excuse-moi d'être impertinente. Mais je pense que derrière, parce que l'humilité, comme tu viens de le rappeler, tu as monté sur scène, tu as fait des choses avec audace et effectivement, en intégrant cette humilité dans ton parcours, en fait. Donc moi, j'ai plus l'impression qu'il te manque cette fameuse simplification dont tu parlais tout à l'heure. Quand on communique avec impact, on communique simplement. Et j'ai, moi, le sentiment que tu as tellement de cartes et tellement fait de choses et tellement d'activités que finalement, comme tu l'as dit, tu t'adresses à telle cible, puis telle cible et telle cible, ça n'est jamais la même. Et donc, finalement, ça te paraît peut-être quelque chose d'assez complexe, trop complexe, pour pouvoir communiquer, alors que je reviens à mes deux mots, mais or et impact, pour moi, ça couvre tout. Et est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces deux mots quelque chose à aller chercher comme une sorte de marque identitaire? Parce que finalement, tes clients, qu'ils soient acheteurs de bijoux ou de formation, ont besoin de savoir qui tu es, avoir confiance en toi et comprendre ce que tu proposes. Mais comprendre ce que tu proposes, ça commence par comprendre qui tu es et ensuite descendre dans tes offres, évidemment, et des offres qui vont être adaptées. Mais le chapeau qui peut peut-être réunir tout ça, est-ce qu'il ne serait pas déjà là ? Il est certainement déjà là et sans doute n'est-il pas encore suffisamment conscient pour qu'il puisse
voir le jour, en tout cas dans ma représentation. Et donc effectivement, la quête de cette marque identitaire que tu perçois à travers Hors Impact, elle n'est pas encore visible, en tout cas de mon point de vue, en étant intramuros, tout n'est pas encore très évident. Et j'ai parfois des personnes à l'extérieur qui me disent « mais c'est tellement évident, mais oui, mais tu mixes ça, et c'est très clair ». Et donc j'aime bien aussi penser que je suis cette fameuse tomate dont on parlait dans le premier podcast, qui est en maturation et qui, pour pouvoir être exposée dans l'assiette avec le goût, la qualité, la couleur et la spécificité, nécessite le juste climat et la lenteur pour que ce soit bien. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop lent, parce que sinon je risque de louper le coche. C'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est vrai. Et tout ça pose des vraies questions. Et le bonheur rentable a ça d'intéressant. Et ce que tu proposes, c'est de rencontrer d'autres poissons qui ont appris à grimper autrement dans l'arbre, qui trouvent ou pas leur flotte. Et c'est vrai que des réseaux d'entrepreneurs, j'en ai fait beaucoup. Mais à un moment donné, ça répond plus à mes besoins spécifiques. Et mes besoins spécifiques, c'est pas produire. C'est pas là que ça se situe. Je gagne bien ma vie. L'enjeu se situe pas à comment faire pour être à tel endroit, avoir plus de clients. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est comment être sur ce bonheur rentable qui fait que les choses ont du sens. Je ne veux pas faire plus de quantité. Je veux être encore mieux alignée pour offrir un service exclusif tout en étant dans l'inclusif. Et ça, c'est des nouveaux modèles, c'est des nouveaux standards, même le luxe, on en parlait aussi dans le premier podcast. Aujourd'hui, le luxe, ce n'est plus de porter du Chanel ou du Louis Vuitton. Pour moi, ça, c'est devenu du grand boulevard de marque. Pour moi, le luxe, c'est d'avoir du temps de se déplacer peut-être en vélo, c'est d'avoir le temps de lire un livre calmement. Le luxe, il se situe dans le fait de se lever le matin et d'aimer ce qu'on fait, et d'être dans sa force, et d'être dans son effort croissance et pas dans un effort souffrance. Pour moi, le luxe, c'est de pouvoir être disponible pour ses enfants en rentrant de l'école et de pouvoir les écouter, d'avoir un lien d'humanité plutôt que d'être dans la parentalité tout le temps. Et donc, le luxe, pour moi, il est plus du tout au même endroit que ce qu'on a connu dans les années peut-être 80 et 2000. Et tout ça est en train de bouger, et les réseaux sociaux sont à l'origine aussi de ce mouvement, et c'est pour ça qu'il est aussi complexe à appréhender. Alors toi, tu parles de luxe, moi je parle de bonheur en fait, mais j'entends bien que ça peut être vu comme un luxe, mais tout dépend, et ça c'est très important, de la définition de ton bonheur en fait, puisque chaque personne a sa responsabilité par rapport à cette définition, en fonction de sa situation, en fonction de son âge, de son chemin, etc. Donc, où mettons son bonheur et que mettons en œuvre, évidemment, pour que ce bonheur soit rentable, parce qu'on est aussi, bien sûr, dans une société qui oblige à parler de retour sur le temps et de ressources et donc de retour aussi sur l'argent. Donc le bonheur effectivement rentable, chacun a sa définition. Tout à fait. Je me permets de revenir quand même encore sur cette fameuse marque identitaire. Tu as parlé en début de podcast de l'épisode dernier d'Instagram et justement de ce que tu aimais dans ce réseau social qui était la façon imagée de communiquer. Et est-ce qu'il n'y aurait pas autour de ton identité, de ta marque identitaire, de cet ADN, une image ou des mots imagés, quelque chose qui permettrait de faire le lien entre toutes tes activités? Oui, ce que tu dis, c'est juste, parce que de prime abord, on pourrait dire que Émilie Sommer, c'est le lien dans toutes ses activités, mais c'est pas confortable pour moi d'être l'épicentre de tout ça.
Et il y a quelques jours, suite à un film que j'ai regardé qui m'a bouleversée et qui m'a touchée, j'ai réfléchi de nouveau à comment assembler toutes ces parties de moi en une seule chose. Alors, c'est pas une image, c'est un double mot qui est la juste exception. Tu en parlais dans le premier podcast, puisque en tant que dyslexique au potentiel, avec la cerise sur le gâteau d'hypersensibilité, je suis en langage anglo-saxon, on parle de double exception. Et la double exception ne me convenait pas. Mais par contre, la juste exception me convient bien. Et c'est marrant parce que quand j'ai regardé sur Internet, la juste exception, ça parle de quoi ? En fait, c'est utilisé dans le monde de la musique. Et en fait, c'est utilisé pour décrire une forme d'harmonie. Wow. Donc du coup, on est parfaitement à l'endroit où je pense que ça fait sens. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que juste exception, si on prend les premières lettres, on est dans le jeu. Et le jeu est caché, il est en arrière-plan, mais il est l'épicentre quand même. Et ça me convient mieux. Alors là, je crois On qu'on tient quelque chose. Ah oui, là, tu vois, là, tu me laisses sans voix, parce que là, je pense qu'on a libéré la bête Émilie, qui sommeille en elle. Émilie qui sommeille. C'est parti. L'impact, Laure était déjà là. L'impact individuel était déjà là, mais là, je sens bien, effectivement, l'impact beaucoup collectif, plus large, collectif, qui va commencer à se mettre en action. Voilà. Regardez bien ce qui va se passer autour d'Émilie Summers. Et en attendant, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Rendez-vous. Voilà, rendez-vous prochainement pour parler justement un petit peu plus de ces activités avec cette juste exception. Mais je te remercie. À bientôt. À bientôt, au revoir. Je rappelle que nous avons entamé une nouvelle série. Cette première série est consacrée à Émilie Summers. Eh bien voilà, nous sommes de retour chez Émilie. Bonjour Émilie. Mais bonjour Valérie. Alors on se voit pour la 3e fois. Ouais. Et bien, je suis de retour dans ce lieu magique, que j'ai qualifié de magique dès la première fois. Nous sommes à Cours-Saint-Étienne, je crois que je ne l'avais pas évoqué. Et aujourd'hui, on va prendre plus de temps pour comprendre ce que tu fais dans ce lieu, toutes ces activités qui, on l'a vu la dernière fois, commencent à se rassembler sous la juste exception. Voilà. Tout à fait. Mais il y a quand même, il y a quand même évidemment plein d'autres choses en dessous dans cette pyramide. Et ce lieu, déjà, c'est un lieu d'habitation à côté, puisque tu habites la maison. Nous sommes dans la cour et je suppose que c'est un ancien garage ? Oui, tout à fait. C'est un ancien garage d'ailleurs que mon mari souhaitait abattre pour mettre du gazon. Ah Les maris ont de drôles d'idées. Pour avoir un plus grand jardin. Et je lui ai dit, attends, je pense que je vais pouvoir en faire quelque chose. Et là a démarré cet incroyable luxe que de pouvoir créer son espace de travail à côté de chez soi. Cet incroyable bonheur. Oui, c'est vrai, cet incroyable bonheur. C'est un vrai bonheur rentable, vraiment, vraiment. Ouais. Et en plus, on l'a terminé, genre 15 jours avant le confinement. Donc, on a eu la joie immense de vivre un confinement avec cet espace de travail qui était séparé de la vie de famille et qui a été vraiment... tout à fait exceptionnel. Ah bah oui, parce qu'en fait, c'est ton antre ici. Ah oui, c'est mon antre, ça c'est sûr. C'est un lieu de recueillement, de ressourcement, de créativité et aussi d'accueil. Oui, tout à fait. Parce que, alors, au rez-de-chaussée, là, nous sommes sur des parquets en bois brut avec des murs d'un bleu turquoise. Ouais, bleu canard, bleu turquoise, bleu canard. Bleu poisson. On y a des murs en pierre, on y a des couleurs, enfin c'est les fauteuils très confortables dont j'ai parlé la première fois, un poêle, là il y a un meuble derrière et je comprends de ce que tu dis, ce que tu m'as dit avant, que c'est un meuble qui abrite ton administratif. Oui, en fait dans cet espace il y a mes différentes activités qui se reflètent, que ce soit dans les meubles, que ce soit dans l'espace visuel. Chaque partie de mes activités
sont dédiés à cet espace. Et donc derrière moi, effectivement, il y a un meuble que j'ai chiné. Tout ce qui est ici est chiné. C'est tous des meubles, je peux te dire quand je l'ai acheté, chez qui je l'ai acheté, à quel moment je l'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté. Tout ça est tout à fait à sa place de manière très précise. Et derrière moi, il y a un meuble qui à la fois est un meuble vitré dans lequel je peux déposer les créations des bagues. Et en dessous, je peux y mettre mon administratif. Et c'est un secrétaire que je peux donc fermer pour que esthétiquement, l'administratif ne m'encombre pas, et quand ça ne va plus, je ferme parce que ma force ne se situe pas dans l'administratif. Mais donc voilà, il y a vraiment chaque espace qui est dédié à une partie de mes activités. C'est fantastique, polyvalent, évidemment, Polyvalent. Forcément. Et d'ailleurs, derrière toi, pour la petite anecdote, il y a un meuble sur mesure qui est le meuble de mon mari, puisque lui télétravaille de temps en temps, et pendant le confinement, il venait se réfugier ici, et très vite, je lui ai dit, ok, tu peux venir, mais alors ton PC, tes fils, tout ça, ça va pas. Et donc, on a fait faire le meuble sur mesure par rapport à ses besoins, et quand il ouvre ce meuble, il est dans son univers et puis il le referme. Et pour moi, c'est OK de partager cet espace, mais de ne pas être envahi visuellement par l'univers de quelqu'un d'autre. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu l'as accueilli, grand bien à toi, bienveillance. Et effectivement, on sent bien l'esthétique dont tu as parlé. Tu as parlé d'éthique la dernière fois, mais là, on parle maintenant d'esthétique. Et cette combinaison, puisqu'en fait, encore une fois, les multipotentiels ont plein de dualités et essaient de faire cohabiter des termes, des concepts, plein de choses pour pouvoir être dans le « et » pas dans le « ou ». Donc là, tu as un lieu qui est fonctionnel et esthétique. Oui. Et tu as besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et dans la maison, c'est également des choses très importantes. Chaque objet a une histoire. Chaque objet m'a touchée ou est lié à quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que les objets ne sont pas là par hasard. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de... Mon mari pourrait dire que je suis une acheteuse compulsive, mais en fait, pas du tout. Chaque objet est très, très précis. Je dirais... juste. Oui, je suis une acheteuse juste. J'adore chiner, j'adore ça. Et d'ailleurs, on le voit après, on en reparlera, mais dans mes créations, il y a de l'upcycling avec de la chine. Je ne sais pas si on dit de la chine ou du chinage. En tout cas, je chine ce que je transforme en bijouterie aussi. Tu sais que ce lieu, en fait, est une juste exception. Écoute, voilà, tout est dit. Je crois qu'on peut totalement. Il s'intègre parfaitement dans ces mots, dans cette marque identitaire que tu as trouvée la dernière fois, car il reflète qui tu es, il reflète ce que tu fais, ce qui n'est pas simple, être et faire, et pouvoir effectivement le montrer. Pouvoir accueillir, puisque je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un lieu dans lequel, en plus, tu accueilles. Oui. Donc plusieurs fois par semaine, j'ai une dizaine de personnes qui défilent ici dans le contexte de l'accompagnement thérapeutique ou de l'accompagnement de leaders en entreprise. Et donc effectivement, ils viennent déposer et se poser ici. Donc les 4 fauteuils que tu vois ici près du poêle sont l'espace dédié à la thérapie. Alors, la thérapie, elle s'adresse à qui ? On est chez une dyslexique. Est-ce que c'est uniquement cette partie-là ? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en tant que thérapeute ? Oui. Donc, je suis hypnothérapeute. Je travaille avec des outils qui sont la thérapie brève. Je travaille avec la thérapie des schémas. Et je travaille également l'hypnose et l'EMDR, qui est une technique en post-traumatique. Et donc, les personnes qui viennent chez moi sont des personnes qui sont pour la plupart actifs dans la vie professionnelle. Ils sont généralement en changement et en tension, qu'ils n'arrivent pas à comprendre d'où viennent ces tensions. Et mon job, c'est de leur permettre, soit avec l'hypnose, soit avec le MDR, soit notamment avec la thérapie des schémas, qu'ils aient une meilleure grille de lecture d'eux-mêmes pour pouvoir s'approprier au mieux leur changement et qu'ils soient le moins chaotiques, violents ou douloureux que possible. Et donc, il y a plusieurs thématiques. Il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des troubles du sommeil, il peut y avoir des comportements involontaires qui ne s'expliquent pas. Et j'ai effectivement une forte population de neuroatypiques
qui s'ignore Étonnant. et que j'envoie effectivement en collaboration avec une neurologue que j'envoie pour les tests puisque je ne suis pas habilitée à pouvoir les faire. Et donc, pour l'instant, et je suis très fière de le dire quand même, toutes les personnes que j'ai envoyées se faire tester sont tous des poissons qui ont appris à grimper dans un arbre et qui se sont blessés. Et donc, l'idée, c'est de leur apprendre à prendre soin d'eux et à se réparer. Encore une fois de la réparation. Encore une fois de la réparation. J'en profite pour dire que nous avons d'ailleurs un petit peu aussi collaboré, puisque avec le bonheur rentable, j'ai un diagnostic de bonheur rentable qui permet, un peu comme toi, je n'ai pas du tout de prétention de tester les gens, bien sûr, mais j'ai reconnu beaucoup de similarités dans les traits de personnalité, les motivations des atypiques, des fameux fêlés. Donc c'est un diagnostic que l'on a expérimenté ensemble, je le dis au passage. Donc ça, c'est l'activité thérapeutique. Oui. Tu as donc d'autres activités dans ce lieu ? Oui, alors dans ce lieu, je reçois également des managers, mais plutôt des leaders qui sont dans un plafond de verre au niveau des entreprises. Donc on est plutôt sur des plus grosses structures. Et ces personnes sont dans une très très bonne performance, une très bonne connaissance d'eux-mêmes. Ce sont ce qu'on appelle des potentiels élevés, c'est-à-dire que l'entreprise investit sur ces profils car ils sont rentables pour l'entreprise, mais ils côtoient eux aussi leur plafond de verre et c'est qu'ils puissent vraiment se déposer ici dans tout ce qu'ils sont au-delà de leur performance, mais qu'on puisse également regarder ce qui est fragile et comment en prendre soin. Parce que, j'en profite quand même pour le déposer, il y a beaucoup de potentiels élevés qui terminent chez moi en 1000 morceaux parce qu'ils n'ont pas été correctement managés. Et donc, ça fait partie aussi de ce pourquoi j'œuvre au niveau des formations et des conférences, c'est de parler de neurodiversité dans l'entreprise et de prendre soin de ces potentiels qui sont extrêmement rentables, mais ils sont rentables que si on prend soin d'eux et qu'on arrive à rentrer dans leur univers et leur mode de fonctionnement. Donc c'est avec eux que je travaille également. Ouais, c'est une évidence, évidemment, je partage totalement ça, j'en côtoie aussi, parce qu'effectivement, cette fragilité dont on parlait la dernière fois, cette humanité, cet humanisme, c'est une façon d'être finalement qui, dans certaines entreprises, on ne va pas dire évidemment que toutes les entreprises sont comme ça, mais il y a cette base assez stressante de performance et de maltraitance qui va à l'encontre finalement de l'expression de la potentialité de ces gens-là. Tout à fait. Qui sont passionnés par définition, oui. Qui s'investissent au-delà de ce que l'on demande et qui sont de parfaits candidats au burn-out. Tout à fait. Donc il y a vraiment là un beau chemin de prévention que je fais avec eux. Parfois ils arrivent alors que le burn-out est déjà installé, mais en fait le burn-out pour moi c'est une mue, c'est un changement qui est nécessaire et donc c'est l'occasion de remettre les cartes au bon endroit et souvent les profils qui quittent l'entreprise parce que ce que tu nommes comme maltraitance ou qui n'ont pas eu connaissance de comment ils fonctionnaient et se sont épuisés, souvent finissent en entrepreneur avec des très bonnes idées. Ah, ça, je pourrais écrire un bouquin de tous ceux qui ont fini par créer leur propre structure parce que, à un moment donné, les taux se resserrent et leur performance arrive à un cul-de-sac. Évidemment. D'où l'importance de prendre soin d'eux en entreprise. Voilà, de revenir à soi. D'abord, effectivement, et c'est ce que tu accompagnes. Tout à fait. C'est finalement la reconnexion à soi et qui permet d'avoir un petit peu plus de clairvoyance finalement sur son potentiel. Tout à fait. Et sur sa façon de l'exprimer et surtout en général, ce décalage avec le milieu dans lequel ils sont qui ne permet pas de le reconnaître et de l'accompagner, et plutôt l'inverse. Ouais. Donc c'est sûr que c'est un chemin
que voilà, moi j'ai fait, donc je le connais, et qui est un long chemin. D'ailleurs, ce n'est pas rien de sortir d'un cadre de salariat, même si l'on est intrapreneur, de devenir entrepreneur, c'est toute une autre logique. Oui. Donc, d'où l'importance d'être accompagné. Exactement, c'est ce que j'allais dire, d'où l'importance et l'extrême même nécessité de se faire accompagner et de cheminer avec d'autres et en rencontrant aussi, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, des personnes qui ont fait le chemin. Tout à fait, et de pouvoir aussi casser les codes en disant mais vous n'êtes pas qu'une seule chose en fait, vous avez besoin dans votre équilibre de pouvoir vous installer dans plusieurs compétences. Et comme ils ont été dans une expertise, puisque l'entreprise aime l'expertise, ils ont été poussés à fond dans des curseurs exclusifs, là où en fait ils seraient beaucoup plus en équilibre ailleurs. Et c'est un petit peu ce monoculture de nouveau et cette permaculture. Et donc, il y en a beaucoup qui se découvrent le droit, l'autorisation de pouvoir sortir de cette boîte dans laquelle ils avaient besoin d'être et s'autoriser à être plusieurs. Bon, tous les profils ne sont pas plusieurs. Enfin, je veux dire, tous les profils ne sont pas multi et c'est important aussi de bien le diagnostiquer parce que sinon, ça peut être pire que mieux. Ouais. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de ce qui se joue ici. Et alors, si tu regardes autour de toi, il y a également des livres. Donc ici, on est vraiment sur la partie plus de l'hémisphère gauche. On est plus dans le narratif, on est dans l'intellectuel, on est dans l'aspect rationnel, érudit, sécure d'une certaine manière pour absorber toutes ces émotions, mais dans un cadre intellectuel qui est légitime et dans lequel il y a pas d'apprenti sorcier, quoi. Il y a vraiment cet aspect littéraire. Et d'ailleurs, derrière moi, il y a l'aspect administratif, il y a là où je travaille, où je crée les formations, où je crée la com. Donc ici, on est vraiment dans mon hémisphère gauche, en fait. Alors, l'hémisphère gauche est au rez-de-chaussée. Voilà, l'hémisphère gauche est au rez-de-chaussée. Et avant d'aller justement là-haut, il me semble que tu as aussi un jeu. Oui, tout à fait. Il y a un jeu, parfois que je déploie ici parce que l'espace le permet, qui est un jeu qui permet d'accompagner le changement dans l'entreprise, plutôt au niveau des équipes et ou des managers d'équipe, parce que quand il y a des transformations culturelles et des transformations de fond dans l'entreprise, parfois le manager perd le fil de où il en est, et ce jeu permet de travailler sur les étapes du changement et du leadership et du management à travers une métaphore de bateau qui avance sur un plateau de jeu, pardon. Et donc, tous les trimestres ou tous les mois, ça dépend de l'accord avec le client, on fait le point sur ce qui a bougé, comment sont les membres de l'équipe autour du plateau de jeu et où sont les niveaux de résistance dans le changement, puisqu'il y a 3 niveaux de résistance. Donc voilà, ça c'est effectivement un outil qui est parfois déployé ici. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Diagnostic Change, pardon. Diagnostic Change. Il faut dire, c'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile. C'est pas facile à dire. Il va falloir le rebaptiser. Il va falloir le rebaptiser. Je pense que pour la communication, il y a plus simple. Mais c'est très très intéressant parce que là, passer par le jeu, pour moi, le ludique, c'est vraiment une porte justement d'entrée magique. Oui. C'est peut-être un petit peu le lien entre le rez-de-chaussée et le 2e étage, un petit peu de magie. Alors, pas de la magie, mais il y a quelque chose qui est un petit peu plus ressenti, attrayant et que l'on révèle au travers du jeu. Sans finalement parfois en avoir tout à fait conscience. Donc on vient conscientiser quelque chose. Donc bien sûr, on reste dans du rationnel, mais avec un révélateur en fait. Oui. Tout à fait. Tu es d'accord avec ça ? Tout à fait. Et en plus, un jeu grandeur nature. Oui, donc ça c'est très chouette parce qu'on a du mouvement qui se crée et puis ce qui est très, très intéressant, c'est que ça révèle des questions et dans le spectre de mes outils, toutes ces questions deviennent de la supervision de problèmes. Et donc la créativité, la recherche de solutions, la posture dans le management, tout ça du coup émane, un peu comme Mary Poppins déploie son sac et je suis très à l'aise là-dedans en fait. C'est vraiment là où je suis le plus à l'aise, c'est un problème, une solution, une énigme, une réflexion. J'adore ça. Donc, ça fait quand même 2 fois que tu cites Mary Poppins. J'aime bien Mary Poppins. Il va falloir que... non, mais c'est pas il va falloir. Tu peux m'expliquer d'où ça vient J'ai une image très claire de Mary Poppins qui arrive chez ses 2 enfants dont elle va s'occuper. Et puis elle ouvre son sac et alors c'est ce moment où elle sort un lampadaire, elle sort des trucs. Ça fait un peu comme Merlin l'Enchanteur aussi qui ramène toute sa maison dans son petit sac pour partir
découvrir Un peu comme Harry Potter aussi. Harry Potter aussi. Et Un peu comme des magiciens, en fait. Un peu comme des magiciens, en fait. Je trouve ça assez fascinant et je trouve ça génial. Et surtout à cette époque-là, qu'on ait pu le rendre visible aussi à l'écran. C'était une vraie prouesse technique. Et donc, cette Mary Poppins, elle est bienveillante, elle est joyeuse. Elle est joyeuse et elle est dans cette candeur que j'ai pas toujours et que je m'en veux parfois de pas avoir parce que la vie fait que c'est pas toujours facile. Mais ouais, je la trouve très inspirante et elle réveille une partie de la femme que j'ai envie d'être le plus souvent possible. C'est amusant parce que j'ai eu, par hasard, mais y a-t-il un hasard, regardé une vidéo de Mary Poppins il y a 2 jours, en cherchant des comédies musicales, en fait. Et je suis tombée sur une chanson de Mary Poppins qui a attiré mon attention. Et j'ai regardé ce morceau de vidéo. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, quand tu cites, et que la dernière fois tu l'avais déjà cité, ça me titillait de te demander quelle était la Mary Poppins qui était cachée en toi. Mais j'ai l'impression qu'on a tous une Mary Poppins qui sommeille en nous et en fonction des couches qui viennent obstruer tout ça, elle s'étouffe et elle s'enferme. Et puis être dans sa juste exception, c'est autoriser cette magie, autoriser, encore une fois, ça tourne autour de la même chose, cette fragilité, même avec nos enfants, pouvoir exprimer que c'est trop, c'est pas assez, qu'on n'est pas bien, que c'est tellement important. Bon, ils le ressentent avant nous, mais voilà. Et ça, c'est pas des choses avec lesquelles j'ai forcément grandi et que j'ai envie d'appliquer. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais le jeu, puisqu'on parlait du jeu, c'est aussi le jeu d'acteur, c'est aussi le personnage que l'on peut justement utiliser pour faire passer des fragilités, pour faire passer des morceaux, on va dire, ou bien peut-être notre enfant intérieur, comme on dit, mais qui permet d'emprunter à un personnage existant auquel on s'identifie vraiment. C'est ce qu'on fait aussi dans le clown, voilà, exactement, dans toutes ces formes de jeu. Et puis ça peut aider dans une situation, on revient au manager et son entreprise, de prendre un petit peu de recul parfois sur des situations en s'imaginant qu'on est dans la peau de Mary Poppins, en écoutant un manager qui est en train de... Oui, c'est des choses que j'ai beaucoup appris à l'époque à Paris quand je me suis formée en management de la créativité et de l'innovation. Il y avait toutes ces techniques qui permettent un peu de prendre de la hauteur, de stimuler la créativité, de stimuler justement l'hémisphère droit et que j'ai longtemps utilisé. Et puis après, cette créativité explicite s'est manifestée de manière tout à fait invisible dans tout ce que j'entreprends. Mais effectivement, le ludique a une force exceptionnelle, ouais. Exceptionnelle. La juste exception. La revoilà. Exceptionnellement juste. Bon, Émilie, merci pour ce nouvel entretien. Avec plaisir. Je te propose bien de te revoir prochainement pour aller visiter ton hémisphère droit. Mon hémisphère droit qui se situe effectivement un peu plus haut, au premier étage. Merci à toi, à bientôt. Je rappelle que nous avons entamé une nouvelle série. Cette première série est consacrée à Emily Summers. Eh bien, nous revoici chez Emily Summers. Bonjour Emily. Bonjour Valérie, nous revoici encore dans cet espace que nous finissons par bien connaître, que tu finis par bien connaître finalement. Oui, parce que toi, je crois que tu le connais très très bien. Mais effectivement, moi, je commence à bien non seulement le connaître, mais en plus fortement l'apprécier. Je m'y sens très très bien. C'est zen, c'est magique, hein, c'est juste. On est d'accord. Alors, on est aujourd'hui, je suis encore au rez-de-chaussée, mais nous allons maintenant attaquer un escalier assez raide en bois pour monter dans ton atelier. Tout à fait, c'est d'ailleurs l'escalier d'origine ici qui nous amenait dans l'étage et qui aujourd'hui est devenu l'étage de mon hémisphère droit pour revenir à ce qu'on disait au podcast précédent. Alors, je propose d'aller visiter ton hémisphère droit. Je te suis.
Alors, ça grince. Ah ouais, ça grince un peu. Waouh, waouh, waouh. Très, très joli. Nous sommes sous les toits ici. Oui, effectivement, on est dans le toit qu'on a rehaussé d'ailleurs puisqu'il n'était pas prévu qu'on se tienne debout. Et donc on a fait des travaux qui étaient très simples, très bruts, parce que l'idée est de garder cette authenticité du lieu avec son histoire. Et donc tout est brut comme on l'aime. Comme ces bijoux, comme ce kintsugi. Je crois qu'il y a quelques liens. Il y a quelques liens, en effet. J'aime ce qui est imparfait parce que c'est ici que, dans cette ligne d'imperfection, que tout se joue. Donc, j'aime bien le bruit qui craque. J'aime bien, tu vois, quand ça. Si je bouge, il y a tout qui bouge. J'aime bien ça. C'est vivant. C'est vivant, ouais, tout à fait. Voilà. Et tu es quelqu'un de très vivant. Donc, c'est encore une fois tout à fait à ton image. Je suis très vivante jusqu'à 9h30. Sachez-le, à 9h30, demandez à mon mari, il ne faut plus me demander grand-chose. Mais néanmoins, la journée, je suis assez vivante, oui. Alors, je te rassure, je serai partie. Alors, est-ce que tu peux nous présenter tout cet atelier? Car vraiment, il y en a partout, je ne sais pas où regarder. Oui, alors il y a 3 postes de travail principaux. Cette partie au milieu de la pièce est destinée au kintsugi. Et alors pour la petite histoire, cette table que tu vois en bois, c'est la table de mes grands-parents. Et c'est sur cette table-là que j'ai fait mes devoirs. Elle est donc avec toute son histoire. Elle est rehaussée d'une vitre pour pouvoir être plus efficient dans les rangements. Et puis, il y a autour de cette table, en dessous du Velux, une table d'architecte également que j'ai chinée, qui est un poste de travail plutôt bijoux. Derrière moi également, un poste de bijoux avec ma table qui m'a suivie pendant mes études. Et puis là-bas au fond, il y a la partie où l'on soude le métal. Waouh! Alors moi j'ai des frissons partout, donc je confirme que c'est un lieu magique et je ne sais pas, je pense que c'est aussi alors lié à l'association que je fais en t'écoutant et en regardant, en imaginant Émilie Joly en train effectivement de travailler à cette table, à l'âge de 14-15 ans, je ne sais pas. Ouais, même avant, je faisais j'étudiais mes grandeurs là-dessus et croyez-moi, c'était assez fastidieux pour mes parents puisque c'était pas forcément ma force, les décimètres, les décilitres. Mais oui, c'est là où il s'est passé plein de choses. Cette table, elle est hyper importante pour moi et ça fait sens qu'elle soit là aujourd'hui. Ah bah, je veux bien, puis elle est en plein milieu de la pièce et effectivement ce verre dessus la magnifie aussi. Oui, certainement, et en tout cas elle permet, parce que l'espace comme tu vois on est en pente, donc les espaces de rangement ne sont pas faciles, quoique maintenant j'ai fait appel à un menuisier qui est venu me mettre toute une série de rangements, donc j'ai plein de tiroirs dans lesquels je peux mettre plein de choses, mais bref, il faut quand même optimiser cet espace pour qu'il ne soit pas trop chaotique quand même. Évidemment. On s'y retrouve, effectivement, c'est très bien rangé là sur le côté avec bien beaucoup de création. Alors on commence par le kintsugi, on commence par les bijoux, dis-moi. Comme tu veux, écoute, le kintsugi, il a été peut-être dans l'histoire chronologique lié à la rupture du confinement. Il s'est passé pas mal de choses à ce moment-là. Donc l'envie d'esthétique était essentielle puisque avant le confinement, j'étais principalement dans l'entreprise et dans le coaching, exclusivement dans mon hémisphère gauche. Et donc l'esthétique, c'était une manière de réactiver le droit et ça tombait bien puisqu'on avait du temps. Et donc j'ai eu la chance de me former chez un apprenti de Tsukamoto, qui est Tsukamoto, une figure japonaise du kintsugi. Et puis j'ai par la suite eu la chance d'être formée par Tsukamoto lui-même sur la technique traditionnelle du kintsugi. Tu penses que c'est une chance ? Une belle opportunité, oui. Voilà, je dirais plutôt une opportunité que tu as saisie, parce que la chance, c'est peut-être ça. Ouais. C'est une opportunité qu'on saisit. Tu pourrais très bien avoir entendu parler de ce maître qui venait, et puis de te dire, ouais, non, mais c'est pas pour moi. Exactement. Donc, j'ai saisi cette opportunité. Et ce qui est très beau aussi, c'est que j'ai fêté cette semaine-là mes 40 ans. Donc, de passer les 40 ans qui sont généralement symboles de la moitié de notre vie, c'était signer l'engagement que les 40 prochaines années seraient encore plus justes dans l'exception. Voilà. Bravo. Je crois que ça, tu t'es totalement approprié ton identité de juste exception.
Alors, ce kintsugi, ça se passe comment? Ça prend combien de temps quand tu travailles sur une œuvre? Alors, il faut savoir qu'une fêlure, une cassure qui se recolle et donc qui se reconstruit, c'est une dizaine d'heures. Alors évidemment, quand on a plusieurs objets à réparer, on va travailler en série. Ça veut dire que quand je suis sur l'aspect du ponçage, je vais faire plusieurs pièces en ponçage. Mais donc, oui, il faut une dizaine d'heures par réparation, ce qui explique aussi que ça a un certain prix. Si je devais réellement calculer mes heures, ce serait encore plus cher. Et donc, il y a ce travail de temporalité dont je parlais avec ma fameuse tomate. Mais donc, on prend soin et réparer, c'est pas juste coller deux morceaux ensemble, c'est vraiment, vraiment rentrer dans la fêlure, en prendre soin, la poncer, la reponcer, lui donner des lacs, remettre des lacs, reponcer. Tout ça prend des jours de séchage. Donc, il y a un vrai travail de lenteur, de méditation à travers l'objet que l'on répare. Je crois que tu commences à travailler aussi avec des entreprises sur ce sujet. Alors oui, pas en tant que atelier pratique, mais plutôt sous une forme de conférence, puisque je raconte à travers l'art du kintsugi l'importance de la résilience, puisque ce qui est cassé devient réparé, et donc ça questionne les burn-out en entreprise, ça questionne même les maladies de longue durée, telles que les cancers. Qu'est-ce qu'on fait et comment on réintroduit après la personne dans l'entreprise? Et donc je questionne à travers l'art du kintsugi les 3 P qui sont la performance, le perfectionnisme et la production. Et ça rejoint ce que nous disions ce qu'on disait au précédent épisode, qui était ces profils hauts, ces hauts profils, ces hauts potentiels de l'entreprise. Si on n'en prend pas soin, ils sont excellents justement dans le perfectionnisme, dans la production et dans la performance. Et si on ne les manage pas correctement, on les casse. Entièrement d'accord, on en a parlé la dernière fois. Je reviens quand même sur l'entreprise parce que moi je t'ai vu dans un hall d'exposition, dans une galerie avec une société d'assurance, je crois. Donc il y a quand même aussi des objets, non? Un vase. Oui, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. Donc, c'est une belle histoire d'ailleurs. C'est les assurances Van der Hagen, qui sont des assurances de voitures de collection, mais qui assurent également des objets de grande valeur. Et il se trouve que un vase, plutôt une vasque, qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ, a été cassée. Et j'ai eu l'opportunité de la réparer. Il y avait 45 morceaux. C'était incroyable de réparer un objet avec une telle énergie. C'est vraiment une très très belle histoire. Et pour la petite cerise sur le gâteau de cette histoire, c'est que le propriétaire, ses initiales, c'était E.S. Il s'appelait Edgar Somers. Et donc, je ne pouvais pas ne pas réparer cette vasque. J'imagine bien. Donc du coup, tu travailles effectivement pour des particuliers, mais on commence aussi en entreprise à comprendre qu'il y a une symbolique qui peut s'exposer, qui peut faire entrer aussi finalement l'art dans l'entreprise, mais en allant au-delà. Tout à fait. Et l'idée à moyen, long terme, c'est de pouvoir proposer des œuvres de kintsugi dans les entrées des hôpitaux, dans les endroits symboliques où il y a vraiment tout ce processus de résilience. En plus, vraiment, quand je travaille un kintsugi, j'utilise les mêmes métaphores que dans l'hôpital. Je parle de cicatrisation, on enlève les croûtes et puis on magnifie, puis on doit apprendre à vivre avec. Donc il y a vraiment ce même cheminement qui est pour moi d'une portée et d'une puissance dingue. J'aime bien parler de cette petite anecdote. Il m'arrive de travailler avec des céramistes qui cassent malgré eux des objets dans le four, et donc je les répare et puis on les revend. Et j'ai réparé un singe, une sculpture de Stéphanie Van Beneden qui travaille les animaux en sculpture, et son crâne à ce singe avait cassé dans le four, et donc je l'ai réparé en kintsugi et on l'a exposé il y a quelques années au Sablon, et il me semblait difficile de vendre un gorille avec une tête scalpée en or, et un homme est un jour rentré, il m'a demandé de mettre une étiquette comme vendu sur le singe, et donc je suis très interpellée, donc je vais chez ce monsieur et je lui dis écoutez, vous savez, j'ai passé beaucoup d'heures en tête-à-tête en chirurgie avec ce singe, très intriguée, ça me touche que vous l'appréciez.
Et il m'arrête et il me dit « Non, mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Je fête mes 10 ans d'opération crânienne. Ce singe, il est pour moi. » Et en fait, il s'est passé quelque chose, mais de tellement intense. Je me suis dit, si un objet de kintsugi fait ça chez un individu, je ne peux pas faire mieux et je ne peux pas ne pas recommencer, quoi. Ah, tu m'as déjà raconté cette anecdote et j'allais te la demander parce qu'elle est hyper symbolique. Elle est exceptionnellement belle, juste encore une fois. Et tu le disais dans un des épisodes, tu aimes avoir justement ce retour, ce ressenti individuel. Là, c'est vraiment ce qui s'est passé, mais qui t'a donné justement l'envie de continuer, d'élargir et d'aller vers l'impact. Exactement, c'est super. Et chaque fois, je fais également des ateliers d'initiation. Et c'est toujours beau de constater que les personnes qui viennent s'initier à ce qu'ils estiment d'abord beau, en fait, il y a un travail qui se fait à un autre niveau ici dans l'atelier. Et chaque personne qui vient réparer un objet se répare. C'est clair. J'ai une dame qui est venue avec une pièce de son mari défunt, de son défunt mari. C'était un bol qui avait cassé. Elle m'a demandé si elle pouvait venir faire une initiation. Eh bien, c'était pas juste une initiation qu'elle venait faire. Elle venait travailler la fin du deuil de son mari. Donc, il y a vraiment des très belles choses qui se passent ici et ça s'explique pas sur Instagram. C'est évident. Je me permets une petite analogie parce que moi, je suis sortie à un moment donné d'une entreprise dans laquelle, effectivement, j'avais passé beaucoup de temps. Et je me suis retrouvée dans cette transition dont on parle de temps en temps. Et j'ai été sollicitée par un ami qui montait une association pour aider les entrepreneurs en faillite. Et il m'a dit, mais viens lancer l'association. J'étais à Toulouse à ce moment-là. Et tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Et donc je lui dis, non mais tu sais, moi j'ai pas le temps, il faut que je relance quelque chose. Il me dit, ouais, mais tu vas voir, ça va t'aider, tu vas comprendre des choses. Et donc je suis venue évidemment, et puis j'ai mis un doigt de pied, et puis je me suis fait totalement happer. Je suis devenue présidente, en tout cas j'ai lancé cette association. Et j'ai vu, alors, entre guillemets, des gueules cassées, des fêlés de toutes parts, parce qu'il y avait à la fois, bien sûr, les entrepreneurs qui avaient fait faillite, mais aussi ceux qui étaient là pour se réparer, pour les aider. Et en fait, l'entraide, l'aide, elle suscite l'attraction de ceux et celles qui sont sur ce chemin-là, à ce moment-là, et qui n'en ont pas forcément conscience, mais qui viennent, comme tu le dis, se réparer. Donc là, c'était humainement. Là, on est évidemment dans une concrétisation beaucoup plus tangible, mais je crois que les chemins sont assez parallèles. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette symétrie entre des expériences croisées et ou de l'art, mais en tout cas, ce que tu viens de nommer est tout à fait juste. C'est un beau parallèle. Merci Émilie, je crois que pour aujourd'hui on va s'arrêter là et je reviendrai pour les bijoux parce que le temps passe avec toi mais surtout ne le ralentis pas, j'adore. Au revoir. Merci, à bientôt. Je rappelle que nous avons entamé une nouvelle série. Cette première série est consacrée à Emily Summers. Eh bien, me revoici chez Emily Summers. Bonjour Émilie. Bienvenue Valérie, bonjour. Alors là, je suis directement montée dans l'hémisphère droit, c'est ça, hein, dans ton hémisphère droit, donc au premier étage. Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous comprendrez, ou même l'épisode d'avant, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé. Et je me retrouve donc aujourd'hui avec Émilie pour parler de bijoux. Oui, pour parler de création, effectivement, du bijou, mais pas n'importe lesquels. Ah ben là, de toute façon, je crois qu'on a compris l'unicité, la singularité, cet équilibre unique. Donc déjà, on va rappeler la marque et puis tu vas nous expliquer ce que tu cherches à faire avec ces bijoux. Oui, alors la marque c'est Or Impact. Alors d'où ça vient Or Impact? C'est assez cocasse, mais également pendant le confinement, j'ai eu un besoin de me réfugier dans une bulle et j'ai découvert la technique de la cire perdue. Et j'avais décidé, je l'ai dit à mon mari, je lui ai dit je vais créer un truc rien qu'à moi,
juste pour créer. Et j'avais une bague que je voulais absolument reproduire parce que j'étais incapable de l'acheter, c'était pas disponible sur le marché, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais la faire moi-même. Et puis j'ai pas fait une bague, j'en ai fait 6, et puis j'ai pas pu m'empêcher d'en faire une marque, et puis j'ai pas pu m'empêcher de la développer, et puis me voilà avec un projet supplémentaire, là où j'avais dit, je le fais juste pour moi, promis, je ferai rien d'autre. Ben voilà. Et donc me voilà avec 2 collections pour la marque Aura Impact. Voilà. Exceptionnel, encore une belle exception, hein, encore une belle exception très juste, avec des bijoux en or donc. Alors, pas que, mais effectivement, il y a soit de l'argent plaqué, soit la possibilité de créer des bijoux, avec... Ah, je suis sûre que les bougies arrivent bientôt. Pas sûr, non, parce que là, il faut s'arrêter. Non, avec le vieil or de mes clientes qui viennent transformer et recycler, du coup, des bijoux de famille qui sont plus portables parce que plus intéressants esthétiquement, mais que l'on va refondre dans un bijou plus contemporain. On revient à la transformation. Oui, encore. Encore et encore. Recyclage, rénovation, on reprend l'ancien. Je rappelle qu'ici, il y a une jolie table qui vient de ta famille, hein, de tes études. Enfin, tu nous avais décrit ton univers la dernière fois. Et donc, ce ne sont que des objets uniques qui ont une histoire que tu transformes. Oui, c'est hyper important pour moi. Ça revient à une loi du vivant qui est que la vie est un éternel recommencement. Et j'aime bien cette idée de prendre, de refaire, de défaire. C'est comme ça. Je ne sais pas trop l'expliquer. En tout cas, ça fait sens pour moi parce que la résilience, c'est ça en fait. C'est constamment faire à partir de ce que l'on est et continuer à croître. C'est également une deuxième loi du vivant. C'est l'évolution et progresser. Exactement. Alors, est-ce que tu me montres quelques bijoux ? Tu as des boutons de manchette. Oui. Alors, il y a 2 collections. Il y a une première collection qui est la collection Cuff-Lynx, qui reprend des boutons de manchette vintage que je remonte en boucle d'oreille ou en bague. Et ce n'est pas que un bijou, c'est aussi un message très important pour moi, puisque non seulement on va chercher le passé et on le transforme dans une vie plus contemporaine, et je pense qu'il est important de prendre en compte le passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir, mais également ce sont des boutons de manchette des bijoux qui appartenaient à des hommes. Et donc aujourd'hui, portés par des femmes, ça fait sens parce que je suis très active dans l'émancipation du féminin. Je pourrais bien devenir d'ailleurs féministe, mais je ne peux pas le faire en excluant l'homme. Et donc, porter un bijou avec un bouton de manchette, c'est finalement être dans la progression et dans l'émancipation du féminin, mais en incluant le masculin. Dans une sorte de réconciliation. Dans une sorte de réconciliation, oui, parce que cette exclusion ne me convient pas, c'est pas OK. Et dans la même idée, il y a d'ailleurs des pinces de cravate qui sont repensées en boucle d'oreille. Superbe. Alors, réconciliation, et de toute façon, en chacun de nous, il y a une part féminine et une part masculine. Ça ne se résume pas à masculin-féminin, bien entendu. Tout à fait, oui. Il y a cet équilibre, cette justesse qui se situe entre, effectivement, nos parts internes qui nécessitent d'être en équilibre le plus souvent possible. Et donc, tout ça participe à une danse et une harmonie. Est-ce que tu as des clients masculins, des bijoux pour les hommes ? Alors, j'ai pas de collection pour les hommes, mais j'ai créé déjà 2 bijoux pour des hommes. La First, notamment, celle dont je t'ai parlé quand j'avais décidé de juste aller créer ma bague. Elle a été livrée chez un couple d'hommes qui ont chacun leur bague au doigt. Waouh! Donc ça commence aussi sur une ouverture, on va dire, pour élargir encore ta clientèle. Je crois aussi avoir vu, c'est même pas je crois, j'en suis sûre, puisque je t'ai vu à plusieurs reprises avec des bijoux dépareillés. Oui, alors ça j'aime bien, c'est-à-dire que ce qui est trop lisse et trop classique m'ennuie, et donc ça devient presque rare de porter 2 boucles d'oreilles identiques. Donc j'aime bien créer des associations dépareillées. Je trouve ça
Je trouve ça plus juste parce que nous sommes un peu dépareillés finalement. Et dans cette même idée, il y a la deuxième collection de bagues où j'aime casser les codes du lisse. Et ça, c'est la collection du wabi-sabi, où je viens sculpter dans la masse, je laisse des traces de lime, je suis dans quelque chose d'un peu plus massif, d'un peu plus organique. Et la philosophie du wabi-sabi rejoint le kintsugi, puisque c'est d'apprécier les choses dans leur imperfection, d'apprécier les choses parce qu'elles ont été patinées par le temps et patinées par la vie. Est-ce que l'Orient serait une source d'inspiration chez toi ? Eh bien, pas tant que ça, même si j'y retrouve beaucoup de plaisir visuel quand je tombe sur des créations orientales, mais je n'ai pas de traces spécifiques dans mon inspiration au niveau de l'Orient. On est plutôt dans l'organique, plutôt dans la nature, plutôt dans l'organique. C'est peut-être que l'Orient a une histoire beaucoup plus proche du vivant, justement, et de la nature, une harmonie et une osmose qui ne date pas d'hier, qui, du coup, est un petit peu ce que tu retrouves dans ces arts qui sont ancestraux et qui, sans en être conscient, sans vouloir consciemment utiliser, on va dire, des inspirations orientales, c'est plutôt, comme tu le dis, la nature qui est derrière. Oui, et cette humilité face à la nature, et puis ça c'est la troisième loi du vivant, c'est l'appartenance à un tout, et d'une certaine manière s'inspirer des roches, je suis très inspirée par certaines roches que j'ai pu voir notamment en Islande, qui sont assez cubiques, qui sont tout à fait atypiques, s'en inspirer pour pouvoir après les porter, c'est quelque chose d'important. Et c'est d'autant plus important qu'une femme puisse porter un bijou qui n'est pas conventionnel. Parce qu'en fait, on ne fait pas que acheter ou porter un bijou. En fait, on porte aussi une décision de se manifester au monde différemment avec un bijou. La femme a toujours porté des bagues, ça pouvait être un signe de richesse, un signe d'appartenance sociale. Et puis ici, c'est aussi de signer une appartenance à en fait, j'ai pas envie d'être classique, j'ai pas envie d'être conventionnelle, j'ai pas envie d'être là où on m'attend, ça me ressemble. Et je pense qu'il y a d'autres femmes qui aiment déclarer quelque chose avec le bijou. Mais dis-moi, on revient un petit peu à nos premiers épisodes, puisque là, on est en train de parler d'identitaire, de communiquer. Puisqu'effectivement, quand tu te montres aux autres avec un bijou, que tu assumes qui tu es, qui te représente et que tu ressens vraiment très en alignement avec toi-même, avec ton essence, tu es en train de communiquer à l'autre ta marque, ton identité, ta juste exception, j'allais le dire. N'est-ce pas? Et ça me fait sourire parce que lorsque j'ai fait le seul en scène sur le thème de l'audace il y a quelques années avant, notamment le confinement, la dernière phrase du spectacle, sans vouloir le spoiler, mais en tout cas la plus grande des audaces et ma plus grande audace en tant que poisson dans un arbre, c'est d'oser être soi-même. Et donc il y a dans le symbole de la bague que l'on porte, c'est effectivement dire que c'est OK de ne pas être là où on est attendu. Bien sûr, le regard de l'autre ne nous importe pas. C'est notre regard sur nous-mêmes et encore faut-il effectivement savoir qui nous sommes. Oui. Première chose. Et ensuite, trouver une symbolique qui permet de l'exprimer. Et c'est ce que tu proposes avec des bijoux. Exactement. Je crois que j'ai compris. Alors, maintenant qu'on sait effectivement un petit peu plus ce que tu as comme produit, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les commercialises ? Alors, il y a une boutique extraordinaire que je vous invite à visiter, qui se trouve rue Antoine Dansard, qui s'appelle Noge Jewelry, Non-Ordinary Jewelry, qui est... Exception, donc. Voilà, et qui est tenue par une bijoutière aussi d'exception qui s'appelle Aurore, qui est donc à la tête de Noge, choisit des artistes contemporains et donc permet, à travers sa boutique, de mettre en lumière notre travail et donc le vend également. Donc pour nous, c'est une boutique-galerie qui est vraiment très précieuse. Et puis, il y a le bouche à oreille qui est assez utile. Il devrait y avoir Instagram, mais
Bientôt. Parler. Hein. Et puis après, il y a aussi un concept que je suis en train de mettre en place, qui est de proposer à une hôte d'inviter 4 femmes d'exception qu'elle juge être d'exception, les recevoir chez elle, et moi j'arrive pendant la soirée et je demande au préalable à chacune de ces femmes d'amener le vieil or qu'elles ont chez elles, je le pèse, je vérifie qu'il s'agit bien d'or, et puis en fonction de la quantité qu'elles ont à disposition, on regarde ensemble dans le catalogue quel est le projet qu'elles veulent transformer en bijoux contemporains, et puis à partir de là se passe un échange en fait sur de la création. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que chaque commande qui est faite par ces femmes d'exception permet à l'hôte d'avoir une remise, un pourcentage sur sa création à elle. Et donc ce qui permet de faire vivre sur des petites communautés le projet d'Or Impact. Magnifique. Donc, on parle d'un modèle économique sur la base d'une création, sur la base d'une rencontre autour de l'art, autour de la beauté, de l'esthétisme. Félicitations pour cette idée magnifique. Eh bien, écoute, je te remercie maintenant que tout ça puisse se mettre en place avec fluidité. Et puis, j'ai tendance à penser que quand c'est fluide, c'est juste. Alors ça, je souscris aussi. Quand ça ne l'est pas, justement, il vaut mieux arrêter. Par contre, quand c'est fluide, oui, c'est que ça coule de source. Et parfois, quand ce n'est pas juste, il faut pouvoir persévérer, mais dans un sens qui n'est pas trop violent et qui est éthique pour soi-même et qui est, c'est pas éthique le mot, qui est écologique pour soi-même. Et ça, je pense que c'est très très important dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut aussi pouvoir se préserver d'un burn-out, il faut se préserver aussi de l'épuisement. Et donc, être déterminé ne veut pas dire être obsessionnel. Alors c'est primordial, puisque le principal actif que l'on a, on a parlé du temps, mais c'est d'abord la santé, c'est nous. Donc forcément il faut s'économiser, mais ce que tu dis effectivement nous ramène à la conversation sur le temps, parce que parfois, oui, quand ce n'est pas fluide, c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas bonne, mais qu'elle s'inscrit dans une somme peut-être de choses qui viennent un peu faire basculer l'équilibre, et qu'il est préférable d'attendre un peu, ce qui ne remet rien en cause, mais simplement le diffère. Exactement, et en tant que multi, le fait d'avoir plusieurs activités me permet, lorsque la temporalité pour un projet n'est pas la bonne temporalité, de ne pas être dans l'impatience, puisque j'ai d'autres chats à fouetter sur d'autres activités. C'est ce qu'on va appeler les temporalités différées, c'est-à-dire qu'il y a des projets moyens, courts, long terme, et chacune en fait permettent d'être active sans être à l'arrêt, et ça c'est très important dans mon fonctionnement et dans ma personnalité. Alors, cette diversité est essentielle, évidemment. Elle fait partie du caractère du multipotentiel. Moi, j'ajouterais une dimension, puisque je parle de bonheur rentable, une dimension aussi de diversification, quelque part, ou de diversité dans les modèles économiques. Parce que certains vont aussi avoir des retours court terme, des retours moyen terme, des retours long terme. Et c'est justement la capacité à pouvoir gérer ces temps différents avec des activités différentes, et donc de trouver un équilibre là-dedans, pourvu que l'on ait initialement défini quel était son objectif personnel en termes de bonheur et de rentabilité, car bien sûr chacun a le sien, qui va permettre de trouver ce chemin vers ce bonheur rentable. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect financier, mais ça revient à dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de pouvoir diversifier son portefeuille, étant dans le bonheur que tu illustres, étant dans la rentabilité. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important, et qui peut-être nécessiterait un nouveau podcast sur la gestion financière que tu connais bien, autour des entrepreneurs, parce que c'est essentiel, évidemment, à la santé de ce qui est possible de faire au quotidien. C'est évidemment un sujet qui me tient à cœur. On en reparlera.
Pour aujourd'hui, je te propose bien de clôturer, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur ce bel atelier ou une idée ou un besoin exprimé. Sinon, bien, je te remercie pour ton accueil et j'attends avec impatience la suite et les premiers ateliers avec ces hôtes. Et tu me feras signe. Je te ferai signe. Merci beaucoup pour effectivement ton écoute qualitative et ce fut un plaisir que de partager ces moments-là avec toi ici. Merci. Merci à toi, juste exceptionnel. À bientôt. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.